Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, on revient au thème phare du podcast, qui est la culture et la littérature. Dans mon premier épisode, j'annonçais que ce serait le thème de Franzine. Et finalement, je me suis adaptée aux besoins, aux rencontres, à toutes les dynamiques. Et j'ai aussi proposé des épisodes sur les entrepreneurs et j'espère continuer dans ce sens et le mélanger à la culture. Pour moi, finalement, ça va de pair. On va vous présenter avec Violaine Le Gall, chacune 2 romans, 2 ouvrages, et j'espère que ça va vous plaire, peut-être agrémenter vos lectures des vacances. Bonjour Violaine. Bonjour Jenny. Déjà, merci beaucoup de t'être proposée pour participer à Franzine. Avec plaisir. Merci, parce que c'est vrai que je lance cet appel. Si vous avez des lectures particulières, n'hésitez pas à les partager, qu'on rende cette culture vivante. Oui, on avait entamé une discussion sur les réseaux suite à ta petite émission sur Joël Dicker, je crois. Voilà, exactement. Et voilà comment on en était arrivé à parler d'autres livres. Oui, et j'ai en face de moi une youtubeuse. Je vous présente quand même un peu Violaine avant de passer au livre, avec plus de 18 000 abonnés. Voilà, tout à fait. Tu veux nous raconter un petit peu ta chaîne, ton parcours ? Oui, cette chaîne YouTube donc, qui s'appelle tout simplement La cuisine de Violaine. Je l'ai créée quelques années après mon arrivée en Suisse parce que je m'occupais de mes enfants, j'avais laissé mon travail derrière moi en France et puis c'est devenu un projet personnel, donc à la fois de faire la cuisine à la maison et de présenter, de chercher à découvrir de nouvelles recettes et à les faire connaître, parallèlement à faire du montage vidéo et apprendre à utiliser davantage les réseaux sociaux, etc. Donc il y a maintenant sur cette chaîne YouTube 250 recettes, j'ai regardé récemment. D'accord, donc ça fait combien d'années de travail ça ? Donc depuis 2015-2016. Et au total, ça fait le nombre impressionnant de, je crois, 2 500 000 vues au total. Donc c'est incroyable le temps que les gens ont perdu devant mes recettes. Pourquoi perdu, justement ? Non, mais Quel voilà. genre de recettes est-ce que tu proposes ? Alors, il y a des choses vraiment diverses et variées. J'avais commencé avec tout simplement les pâtisseries, les trucs assez jolis avec les pâtes à sucre. C'est en fait pas vraiment mon truc, même si ça réjouissait vraiment tout le reste de la famille. C'est surtout visuel. Hein. Voilà, mais c'est vrai que comme c'est des vidéos, c'est important que ce soit visuel. C'est vrai. Et j'ai basculé vers plus de ce qu'on va appeler le fait maison. Donc, il y a, par exemple, j'avais expliqué dans une vidéo comment préparer un levain pour ensuite faire du pain. Cette vidéo, elle a eu beaucoup de succès, donc elle est même à, je crois, près de 200 000 vues maintenant. Il y a aussi des recettes, j'ai aussi découvert la lactofermentation. Voilà, tout ce qui est pickles et légumes lactofermentés dans la saumure, tout simplement dans le sel et l'eau. Et là-dessus, c'est aussi des vidéos qui ont eu pas mal de succès ces dernières années. Le sans gluten, j'avais aussi expérimenté le sans gluten parce que bon, il y a pas mal de gens qui sont en recherche de recettes là-dessus. Au sujet de la lactofermentation, pardon, je t'interromps. Est-ce que ça a des vertus particulières ou c'est juste pour faire tenir les aliments dans le temps ? Alors, effectivement, c'est pour faire tenir les aliments dans le temps, mais il y a aussi beaucoup d'avantages parce que ça permet pas de concentrer, mais de valoriser tous les nutriments qu'il peut y avoir dans les légumes. Donc d'après ce que j'ai lu, oui, effectivement, ça peut effectivement être bon pour la santé. Ça, je ne sais pas quelles sont les preuves scientifiques après, mais ça enrichit tout le microbiote. En fait, ça contribue à une bonne santé de notre microbiote. Ou par exemple, il y a des légumes qui sont intéressants à lactofermenter parce qu'ils vont avoir une très bonne teneur en vitamine C, donc comme le chou rouge qui est déjà bien à l'état naturel. Et puis après, en le faisant lactofermenter, on a aussi toujours cette teneur en vitamine C, ce qui permettait dans le temps d'éviter le scorbut sur les bateaux. D'accord, voilà, c'est ça. Quand on mangeait de les la fruits, choucroute. On peut faire aussi le même procédé ? Alors les fruits, oui, mais c'est un peu plus compliqué parce que comme ils sont sucrés, il faut éviter d'avoir une fermentation alcoolique. D'accord, oui, c'est ça. Donc, il faut trouver un équilibre, je crois. J'ai déjà mis quelques pommes dans les choux fermentés, mais pas plus. Je ne vais pas beaucoup plus expérimenter. Voilà. Mais par contre, je fais en ce moment de la limonade pour les gourmands. Ça aussi, c'est en fait une fermentation en mélangeant tout simplement de l'eau, quelques fruits, du citron, des fleurs de sureau actuellement, un peu de sucre. On laisse ça à l'air libre pendant 3-4 jours. Après, on met sous pression dans une bouteille à fermeture mécanique avec un caoutchouc. Et on obtient des super limonades vraiment pétillantes, c'est très très chouette. Autre recommandation de l'été ?
Et puis, pour revenir à ma chaîne, les dernières vidéos qui me fonctionnent très bien, même si c'est pas le but de la chaîne, c'est les 2-3 vidéos de DIY, enfin de fait maison. Alors, il y a le savon liquide maison et puis 2 crèmes et baumes facilement préparables à la maison, 2 crèmes hydratantes qui fonctionnent toujours très bien. Alors, je me pose toujours la question s'il faut que je continue de creuser là-dedans, mais à vrai dire, mes autres expérimentations dans le domaine n'ont pas été très concluantes. Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés dans la région de Zurich, en Suisse ? Assez peu, la moitié des abonnés vient de France en fait, principalement. Et ensuite, on est sur tous les pays francophones. Donc ça va être Belgique, Canada, un peu la Suisse, l'Afrique du Nord. Mais il n'y a pas de particularité suisse. Non. C'était important pour toi d'avoir cette communication avec le reste du monde, justement ? Oui, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a déjà des fois, on a des échanges avec des gens qui sont du Québec, enfin oui, un peu partout dans le monde, qui sont à la recherche de recettes. Donc oui, c'est sympa pour comme ça s'ouvrir au monde, ouais. De chez toi, donc tu arrives voilà, à toucher les gens très loin. Alors il y en a qui trouvent effectivement parce que de temps en temps, je présente quelques recettes suisses qui vont trouver presque ça un peu exotique, enfin ou curieux. Oui. Et parallèlement, d'autres vont me faire découvrir les particularités dans leur propre pays. À propos des recettes suisses, tu m'as parlé d'une box justement qui faisait découvrir les produits de la région. Oui, tout à fait. Oui, on s'est abonné quelques années, enfin de temps en temps on fait ça. Elle s'appelle la Helvetie Box. Elle a été créée par un roman. Et son objectif est donc de chaque mois présenter les spécialités culinaires d'un canton de Suisse. Donc il tourne sur tous les cantons de Suisse et ça permet vraiment de découvrir des artisans, des spécialités assez originales dont on n'a pas connaissance et c'est plutôt sympa, voilà. Oui, c'est aussi un bon plan. Voilà, alors on a évidemment pas mal de charcuterie ou de pâtisserie comme tout ce qui est pain aux poires, pain aux fruits séchés, etc. Pas mal de choses. Une fois, on avait eu du foin pour faire de la soupe au foin, par exemple. Voilà, donc on découvre des choses. Et bien, c'était très bien, très bon. En fait, on utilise les herbes de ce foin comestible, donc des herbes séchées, pour faire comme une infusion. Et ça fait un bouillon, en fait. Après, on filtre, on prend ce bouillon. Et puis, donc, le potage qu'on va faire a un petit goût d'herbe, mais avec un peu de crème, etc. C'est franchement très bon. Tu as déjà donné des cours de cuisine, justement ? J'ai fait quelques ateliers en lien avec l'atelier biblio. Ah, le café biblio. Le café biblio, pardon. C'était surtout avec les enfants. On avait fait un peu de cuisine, un peu de bricolage, des crêpes, etc. Et j'avais fait aussi un atelier sur la lactofermentation, justement, pour faire déguster, parce que comme les goûts sont assez curieux, souvent les gens n'osent pas se lancer parce qu'ils n'ont aucune idée du goût que ça va avoir à la fin et n'osent pas essayer parce qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit comestible à la fin, n'ont pas envie de s'empoisonner ou je ne sais quoi. Donc on avait fait ça, on avait goûté pas mal de choses, du kimchi, la choucroute, de l'ail des ours lacto-fermenté. Il y avait une autre dame qui avait apporté du kéfir de fruits. J'avais fait aussi du pain au levain ou quelque chose comme ça, puisque la fermentation, en tout cas, concerne beaucoup de choses. Oui. Voilà. C'est un super procédé. Ouais. Et j'avais fait aussi, j'ai fait une fois un atelier levain, donc pour apprendre à utiliser le levain et à préparer un pain au levain. Excellent. Voilà. Et puis après, il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté là. Il faut dire que tu es journaliste de formation. C'est ton ancien travail, en tout cas, journaliste financière. Oui, alors c'est vrai que ça fait un grand écart, mais finalement, on garde un peu toujours cette logique d'explorer, de rechercher, alors à la fois couvrir des choses qui vont être assez mainstream et puis chercher dans des sujets liés à la presse financière, tout comme en cuisine en fait, et puis parallèlement à ces choses assez standards, des sujets, des angles originaux. Voilà, donc c'est pour ça que si vous consultez ma chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a des fois des recettes assez curieuses, mais je me dis que c'est à la fois, c'est un bon moyen de couvrir toute l'étendue possible. Alors, voilà. Tous ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, La Cuisine de Violaine, je vous engage à vous abonner et à suivre les aventures de Violaine. Merci. Alors, ces livres que tu nous as préparés, tu as eu quelques lectures. Oui, on est toujours dans la littérature suisse. Je voulais préciser, donc, on est dans la littérature suisse, toutes les deux, dans les ouvrages qu'on va présenter. Toutes les deux, on a 2 romans qui se déroulent en Suisse romande. Et on a toutes les deux ouvrages traitant de la randonnée, du paysage, du mythe alpin.
Donc si tu veux commencer. Voilà, alors ce premier livre a le titre assez fort de Emmerdeuse. Il a été écrit par une jeune femme donc, de Suisse romande qui s'appelle Laure Thuillat et il est sorti l'automne dernier aux éditions des Sauvages. On suit une jeune femme qui est journaliste en Suisse romande. Alors comme le marché de l'emploi pour le journalisme en Suisse romande n'est pas évident, en fait elle se retrouve sans conviction journaliste dans un magazine féminin pour lequel elle couvre les pages La vie au vert, donc tout ce qui est, on va dire, un peu écolo, démarche, faire son atelier savon maison, etc. Et puis elle va être interpellée par des événements curieux qui se passent en Suisse romande, pas loin de chez elle. D'abord, il y a un magasin de vêtements qui se retrouve vidé de son contenu et quelques semaines plus tard, on retrouve les vêtements sur le dos d'orphelins au Maroc. On a aussi un accident d'un camion de purin qui déverse sa cargaison sur l'autoroute Genève-Lausanne au moment des heures de pointe. Et on a aussi un sommet de grands patrons de sociétés de matières premières qui se retrouvent... qui se termine assez mal puisque tous se retrouvent avec d'importants maux de ventre et tous à l'hôpital sans gravité, mais bon, néanmoins. Et elle se dit que tous ces événements ont certainement un lien entre eux et elle va mener l'enquête pour essayer de trouver quel est le lien entre tous ces événements, qui est à l'origine de toutes ces éco-blagues, comme elle dit dans le livre. Tu parles d'une enquête. Je crois qu'il y a la métaphore de la toile d'araignée filée, oui. C'est ça, puisqu'en fait, elle se dit qu'il y a certainement à l'origine de tous ces événements curieux, ces faits divers qui ont pour but d'alerter sur la sauvegarde de la planète, l'environnement. Il y a certainement une personne qu'elle va surnommer l'araignée et qui tisse sa toile à travers la Suisse romande et peut-être un peu plus loin. Et donc, elle va essayer de rentrer dans cette toile et de retrouver l'araignée. Et ce qui est assez amusant, parce que c'est un livre vraiment très divertissant, écrit sur un ton léger, vraiment comme un ton parlé. Elle va comprendre que le lien entre toutes les personnes à l'origine de ces faits divers, ce sont des paniers de légumes, une association qui distribue les paniers de légumes à travers la Suisse romande. Et elle comprend que toutes ces personnes discutent entre elles, préparent leurs plans avec des petits mots dans les paniers. Donc bon, c'est assez cocasse comme moyen de communication. On n'est pas du tout dans James Bond, tout à l'opposé. C'est donc plutôt amusant et réjouissant. Et couleur locale aussi. Voilà, tout à fait. Oui. Donc je comprends que c'est en toile de fond quand même de journalisme aussi. Oui, voilà. Alors, on a donc cette jeune femme qui est dans une rédaction. Alors, on a effectivement, donc pour essayer d'avancer sur son enquête, elle essaye de vendre une évolution de sa rubrique. Ça, c'est effectivement assez parlant pour une journaliste de comprendre, enfin, de voir la façon dont elle vend son changement d'angle à son rédacteur en chef, en lui promettant évidemment plus d'abonnements ou plus de pubs, etc. Voilà, on sait ce qui, des fois, motive les directions dans les journaux. Elle va mener son enquête, elle va, au fur et à mesure de son enquête, tracer en fait tous les portraits pour son magazine de pas mal de femmes qui prennent des initiatives en faveur de l'environnement, du respect de la planète à l'échelle locale. Et donc cette enquête va nous permettre de découvrir tout ce petit monde. Et dans le thème de l'écologie, quelle serait justement la leçon du roman, s'il y en a une Oui, elle est assez variée. Bon, alors l'idée, c'est vraiment un divertissement, quelque chose d'un peu aventureux, mais assez amusant. Ça nous permet en fait un peu de prendre conscience, de se dire, est-ce que nos initiatives personnelles suffisent vraiment? Donc, par exemple, faire son savon soi-même, acheter en vrac ou je ne sais quoi, ou prendre s'abonner à un panier de légumes, pas comme dans le livre. Est-ce que c'est vraiment ça, essayer de faire un effort pour la planète, ou est-ce que ça va être d'entreprendre des actions plus fortes à l'encontre de certaines multinationales, sans que ce soit violent, parce que ça, elle le dénonce vraiment très fortement dans le livre, mais avec tout ce qu'elle appelle donc ces éco-blagues, des actions non violentes, mais qui peuvent faire parler d'elle, et donc essayer de faire prendre conscience à une plus large population
des efforts à faire. Voilà. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est un roman qui parle des femmes ? Vu le titre, hein, c'est Oui, féminin, ah, tout à fait. C'est vraiment un roman très féminin. On a cette jeune femme, on découvre aussi ses amis de jeunesse. On a toute cette galerie de portraits dont elle parle, qu'elle couvre pour son magazine. Et puis sur toutes les classes d'âge, parce qu'on va aussi découvrir une jeune femme qui fait des actions aussi en faveur de l'environnement, qui est un peu, on va dire, une Greta Thunberg. Elle est en Suisse romande. Et on va découvrir donc des femmes très jeunes, 17-18 ans, et puis les femmes plus âgées aussi ont un rôle important. Ça a l'air d'être un livre assez moderne, facile à lire, avec de l'autodérision, de la distance. Oui, tout à fait. Oui, c'est et en même temps qui touche à des sujets d'actualité, des sujets parfois délicats. Oui, tout à fait. C'est vraiment un livre amusant à lire. Il se lit très vite, il fait une centaine de pages. Et en même temps, c'est vrai qu'il est tellement ancré dans le réel qu'il va nous amener à nous poser, tout en s'amusant, à nous poser certaines questions. Bon, Laure Touillat a quand même eu le prix Payot en 2020 pour ce roman. Oui. Donc, elle a été reconnue. Et tu avais un autre livre aussi dont tu voulais nous parler ? Oui, alors c'était parce qu'on parlait des paysages, puisque tu me demandais si dans ce roman Emmerdeuse, on avait des descriptions de paysages. Et alors, en fait... Absolument pas. Il y a juste un Alors, moment... je me permets, pourquoi je te pose cette question ? Parce que j'étudie un peu plus la littérature francophone suisse et systématiquement, le motif alpin, il y a certaines thématiques et typologies qui reviennent. Justement, le fait d'avoir très peu de monde autour de soi, la verticalité qui peut mener à des situations de suicide, de déprime, c'est des choses qui reviennent très souvent. Ou alors la lenteur du temps, de la nature, la contemplation. Des choses comme ça qui vraiment sont des motifs poétiques très très forts et qui reviennent souvent en littérature romande. Alors là, on a presque l'impression qu'elle a pris complètement l'opposé, peut-être délibérément, j'en sais absolument rien. Mais la seule fois où elle en parle, c'est justement quand elle passe en revue différentes actions qui ont été faites par des jeunes à l'initiative de cette Greta Thunberg suisse. Elle dit que justement, il bouscule ces paysages placide suisse ou quelque chose comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans un roman où on parle du paysage, où on s'en émerveille, parce que c'est vrai que souvent, en Suisse, ça va être le sujet. Là, non, vraiment, c'est absolument l'opposé. On n'en parle absolument pas. Très bien. Et donc, le deuxième, alors, c'était pareil, un roman divertissant pour l'été, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la lecture en allemand. Parce que j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé de traduction en français. C'est un roman de Blanca Imboden, c'est une femme de Suisse centrale, et il s'appelle Wandern ist doof, donc randonnée, c'est débile, où on suit une jeune femme qui est auteure de mots croisés. Et qui c'est vrai que c'est un métier, ça. Et qui a gagné un voyage en Suisse centrale de randonnée et de jeûne. Donc voilà un ensemble assez cocasse, et elle va découvrir elle est dans un groupe pour faire ses randonnées et jeûnes. On va rencontrer toute une galerie de personnages assez amusants. On va aussi découvrir tous les paysages de Suisse centrale, qui sont là vraiment glorifiés. Enfin, c'est aussi un roman très léger, mais on sent que l'auteur aime vraiment sa région. Et donc c'est aussi un roman très divertissant, où on a plaisir à retrouver les endroits où on a pu randonner soi-même en Suisse. D'accord, donc en allemand. En allemand, mais vraiment c'est accessible en allemand. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Quant à moi, je viens de lire Une saison en enfance de Joseph Incardona. On peut le faire avec l'accent italien. Donc on entend l'auteur est d'origine italienne. Lui-même est arrivé dans la région de Genève à la fin des années 70, il me semble. Et ce roman parle aussi d'un jeune homme arrivé au début des années 70 avec cette vague de migration italienne, et il arrive dans la banlieue de Genève. Donc il est au début de l'adolescence. Donc il passe du monde de l'enfant au monde de l'adolescent durant ce roman, avec toutes les transformations, les expériences. C'est un roman qui peut être assez cru aussi par moments, par les découvertes. Rien ne se fait dans la douceur finalement. C'est très compliqué pour ce jeune homme, on a de la peine pour lui, il se fait pointer du doigt par ses maîtres qui ne veulent même pas prononcer son nom italien comme il le faut, qui trouvent des surnoms. Il a un gang qui l'attaque
aussi parce qu'il est seul, italien, qu'il est fier quand il y a un match de foot. C'était un petit peu l'actualité dernièrement. Il se met du côté de l'Italie et pas du côté de la Suisse. Son père aussi est très fier, très nationaliste, italien. Il vient là par défaut pour trouver du travail. Il se sent pas accueilli. Il doit renouveler son permis C constamment. D'ailleurs, c'était le titre originel du roman, Permis C. Ils l'ont changé pour une saison en France. Il est paru en 2018 à Pocket, je le précise. Donc ce pauvre André, jeune garçon, vraiment passe de ce statut d'enfant à homme dans la difficulté, avec beaucoup de violence. Et au milieu de ça, il découvre le bonheur lyrique, de la poésie. Il transforme la violence d'une bagarre seule face à d'autres jeunes hommes par des vers où il souhaite s'enfuir. Il découvre qu'il est un nomade dans le sang. C'est son identité génétique. Alors pourquoi un nomade ? Parce qu'il finalement il se sent de nulle part, acculturé. Il n'est pas vraiment en Italie. Quand il y va pour des vacances, il s'y sent très bien, mais jamais il ne pourra y rester. Il propose même à ses parents de rester dans la maison de l'oncle décédé. Et il refuse. Mais non, c'est pas réaliste. Notre vie doit être ailleurs, mais la vie d'ailleurs ne tient plus. Les parents, la cellule familiale explose aussi. Donc vraiment, il passe au statut de cas social. La maman fait des ménages. Le père part dans une station de ski pour essayer de gagner un petit peu son pain. Ils reprochent tout ça à leur fils. Le fils qui n'est soutenu par personne, sauf à la fin par son nouvel enseignant, qui essaye de le motiver, qui se rend compte qu'il fait des bonnes dissertations, que peut-être que dans les autres matières, il est juste assez bon pour passer, puisque son but est de passer, de déménager le plus souvent possible, justement pour pas être coincé par une bande d'enfants enragés. Alors, une saison en enfance, le titre est tellement doux, et finalement, on voit que tous ces enfants-là ne sont pas du tout bienveillants, et reportent l'agressivité des parents, l'agressivité des informations, le rejet de l'autre, la xénophobie, de manière la plus basique possible. Donc il y a des séjours à l'hôpital après ça. On voit même qu'il ne veut pas expliquer le détail de ses agressions à la police, parce qu'il a la fierté italienne. Il est vraiment binational, on sent les choses suisses qu'il a, comme il aime l'ordre et le calme, et en même temps comme il se sent la fierté d'un macho italien, entre guillemets. Dans ces années-là, je pense que ça avait du sens, c'est les boomers. Donc toute cette question identitaire revient dans toutes ses réflexions. C'est un jeune homme et pourtant il pense toujours en termes de italien, suisse, de je ne suis pas chez moi, de penser l'avenir comme une lutte constante. Pour lui, il a l'impression d'avoir appris très très tôt que la vie ne serait qu'une lutte, qu'une perpétuelle, qu'un conflit avec d'autres, que le meilleur gagnera et restera. Il ne pense qu'à ça finalement. Quand son père lui détruit sa chambre par un coup de colère, ça ne lui fait plus rien. Il est tellement habitué à la violence, sa maîtresse lui demande s'il a un enfant battu, et il pense pas, puisque finalement prendre toutes ces années de la part de son papa, ça lui paraît tout naturel. C'est culturel, il le dit lui-même. Mais non, mais c'est culturel, un enfant qui a ce recul. On ne sait pas la part d'autobiographie de ce roman, mais en effet, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était toutes les stratégies de survie, la stratégie aussi de s'accrocher à la littérature, aux descriptions parfois trop crues, de découvertes de son corps et des femmes, enfin trop crues, disons, ça peut déranger. Il a cette obsession du départ. Je vais juste en lire un court extrait. Parce qu'on pouvait dire ce qu'on voulait, mais là où on retournait, pour moi, ce n'était pas le pays du bonheur. De tout ce qu'on veut, de la sécurité, de l'organisation, du confort, mais pas du bonheur. Un pays où tout fonctionnait, mais sans réel amour. Pas à cause du pays en lui-même, à cause de moi qui ne pouvais m'y attacher. T'as qu'à rentrer en Italie, me disaient les autres gosses, c'est con. Et ouais. Voilà, ça donne un petit peu l'esprit du roman. Il y a un deuxième ouvrage dont je voulais parler. Alors je l'ai prêté, je l'ai pas sous la main, Violaine, je te l'aurais bien montré. Ça s'appelle Ligne de crête, promenade littéraire en montagne. Donc il y a un grand sous-titre. Aux éditions Noir et Blanc, ça a été fait par 3 personnes. Florence Gaillard, qui est professeure à l'UNIL, Stéphane Peterman et Daniel Maggetti. Il y a aussi de magnifiques photos. Alors je ne sais pas comment classer cet ouvrage. Donc on est dans des paysages littéraires. L'ouvrage va parler de 20 randonnées qui ont été faites par des grands auteurs. On a Tolkien, James Baldwin, Goethe, Rimbaud, Victor Hugo, Marc Woltenhauer, Ramus, bien sûr.
etc. On a 20 randonnées magnifiques à travers la Suisse qui nous permettent vraiment de découvrir la Suisse, les belles vallées, voilà, le Lauterbrunnen à Berne, pardon pour l'accent, Engadin dans les Grisons qui a donné lieu à énormément de poèmes. Donc ils font cette recherche-là, comment est vu le paysage alpin par les grands auteurs qui y ont séjourné. Alors, l'anecdote que je vais conserver, c'est celle de James Baldwin qui, quand il arrive dans le Valais, fait sa première expérience de l'altérité. Donc, il est bien sûr noir et il est le premier noir que les habitants valaisans vont rencontrer de leur vie. Et en fait, il se rend compte qu'il y a un racisme qui peut être purement naïf. Ça a donné lieu à un superbe texte de lui. Donc, dans cet ouvrage Ligne de crête, on va avoir les textes d'auteurs, mélangés à leur histoire aussi, ainsi que des typographies, cartographies, de magnifiques photos des paysages. C'est un livre qui est très très fier du patrimoine alpin, du patrimoine suisse. On a de la géomorphologie, on voit tout l'univers des écrivains, on inscrit ça aussi dans l'histoire littéraire. La découverte des montagnes par Tolkien, qui a été une inspiration dans ses romans. On voit des cascades, des parois, des vallées, cette verticalité dont je parlais avant, donc un scénario vraiment propice au polar. Il se passera toujours quelque chose, il y aura un danger, le temps va se couvrir, on sera perdu, on sera seul. On est vraiment dans ces ambiances-là, les rivières, les ombres, les dangers. Ramu utilise beaucoup cette thématique-là justement pour parler de la mort. Il y a plusieurs possibilités de lecture de cet ouvrage et je vous recommande vraiment de le lire. Ils ont cité bien sûr Eugène Rambert, qui est un écrivain vaudois, qui dit « Les Alpes sont la poésie de notre pays ». Ben, effectivement, on voit que ça revient énormément. Il y a aussi une dose d'humour et de distance par rapport à cet héritage. Donc je vous conseille peut-être éventuellement de l'offrir en fait, ce livre. Si vous avez des amis qui viennent vous rendre visite en Suisse, qu'ils cherchent des randonnées, c'est une belle manière de les découvrir. Même s'ils ne les font pas, ils auront une expérience littéraire nouvelle, supplémentaire. Personnellement, je n'avais jamais vu de livre comme ça. Ouais. Et au lieu d'offrir un guide du routard, alors effectivement, pour les passionnés de littérature, ça montre aussi les processus, les transformations par lesquelles passent les voyageurs étrangers. Ce n'est pas venir à Venise ou venir à Rome et mourir, mais c'est venir en Suisse et avoir ce sentiment de contemplation, complétude. Ils se sentent entiers, renouvelés, comme si la nature avait un pouvoir sur eux. Voilà, donc chaque auteur voit cette quête du sublime, de l'espace illimité de manière différente. Et je voulais vous faire connaître cet ouvrage-là. Merci beaucoup, Violaine. Merci, Jenny, pour ces idées. Ben, je t'en prie. Et merci surtout à toi de t'être déplacée, d'avoir partagé sur le roman de Lortuya et celui de Bianca Imboden. Oui, la littérature en allemand, je dois m'y mettre. On peut s'y mettre, ça fait un peu peur, mais finalement c'est assez sympa. C'est vrai que c'est le premier livre à lire en allemand qui est peut-être le plus difficile, mais ensuite on s'y fait. Non, mais tu as raison, on doit s'adapter de toute manière. Bel été à tout le monde. Bon été à vous. Si ces livres vous ont plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et alors à bientôt. Au revoir.